Bienvenue à toutes et tous dans un nouvel épisode de la causerie de Atom Basketball. Aujourd'hui, je suis très content, je reçois Jérémy Thomas. Salut Jay. Salut mon gars, ça va ou quoi? Ça va. Moi, je suis content pour la petite anecdote. Là, c'est le deuxième épisode avec quelqu'un que j'ai rencontré en camp de basket avec la Ligue Occitanie. C'est vrai, l'année dernière. Donc très content Jay. Le podcast, il a sa question introductive habituelle, une définition du basket selon toi en 3 mots, et il faut que tu m'expliques le choix de ces mots-là. Ok. Le premier, ça va être passion, tu vois, parce que je suis tombé depuis un long moment dans la balle orange et que c'est un vrai kiff pour moi, c'est pas un travail. Deuxième, c'est poésie. Je m'explique, pour moi, c'est de la poésie en mouvement en fait, c'est théâtral, c'est magnifique, tu vois, c'est ce qui m'anime en fait. Et la dernière chose, ça va faire sourire pas mal de gars de ma promo de DE, mais c'est pick and roll. Donc tu vois, c'est marrant, c'est les 3 P. Mais pick and roll, pour moi, c'est vraiment le truc que je recherche en permanence dans le basket. Et c'est ce qui m'anime en permanence. Donc, voilà. Putain, et poésie, on l'avait pas encore eu. Hein. Pour continuer, j'aime bien laisser un peu le micro à l'invité, Jérémy, et en fait lui demander juste de se raconter un peu au micro du podcast et d'expliquer son lien avec la balle orange. J'espère que tu as un peu de temps devant toi alors. Hein. Bah, écoutez, Jérémy, j'ai 41 ans, je suis père de famille d'un petit garçon de 3 ans. Et ça fait un long moment où je suis tombé amoureux de la balle orange. Ça a démarré en 97. Donc c'était le McDonald's Championships à Paris, quand les Bulls sont venus à Bercy. Et moi je faisais du foot à l'époque et voilà, on m'a emmené voir cet événement. Et depuis, voilà, je suis tombé amoureux de Jordan. Et j'ai pas lâché depuis. Après j'ai un parcours un peu atypique. J'ai joué un petit peu jusqu'en N2 dans le sud de la France. J'ai vite changé de côté, et côté entraînement en fait, en région parisienne où on avait pas mal de manques nous sur le côté structure et entraînement. Donc j'ai vite pris en main des gamins et ça m'a ouvert plein de portes. Voilà. J'ai une génération de gamins exceptionnels, on en parlera après. Mais ça m'a permis de bosser dans une agence, de rencontrer mon ex-femme, donc d'avoir mon petit. Et c'est toute mon histoire en fait. Donc j'ai un vrai lien particulier avec la balle orange. Voilà. Je vais te lancer, on va pouvoir revenir aux origines pour commencer là et ouvrir le corps du podcast. Moi je voulais juste te demander, parce que je te connais, parce qu'on a des amis en commun, et tu parles beaucoup de cette mentalité du 9-5, donc je voulais savoir ce que c'était que d'être un gars du 9-5 et ce que c'était que d'en avoir la mentalité. Mais tu vois, je suis un banlieusard, ok, ça s'entend peut-être à ma manière de parler. Je suis un gars du 95, un gars de Cergy. Et en fait, c'est compliqué de grandir en cité, c'est la réalité. Voilà. On a passé plus de 30 ans avec mes parents vivant dans un HLM. Et avoir la mentalité 9-5, tu vois, je pense qu'on est un peu plus débrouillard que les autres. On comprend très vite qu'on doit se débrouiller tout seul et faire plein de choses pour s'en sortir. Et aujourd'hui, si j'en suis là, si j'ai pu me sortir de tout ça et avoir l'histoire que j'ai eue, c'est je pense parce que j'ai cette mentalité là, voilà. Et c'est particulier, c'est les ambiances de cité où tu vois, nous on avait des embrouilles entre quartiers. Je viens d'une petite cité qui s'appelle le Moulinard. On était en embrouille avec les gars de Marcouville et à chaque fois que tu prenais le bus pour aller au lycée, tu passais devant le quartier et voilà, il y a des jours où tu sortais, tu te battais, il y a des jours où voilà, tu te cachais, tu courais. C'est un délire particulier, mais très vite ça te construit dans l'adversité en fait. Donc c'est ça que j'essaye de transmettre un peu à tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, on est dans le 31 et je vois les gamins que j'entraîne, maintenant ils signent tous 95 avec leurs mains. C'est qu'on commence un peu à déteindre sur eux et voilà, c'est le bon côté de la mentalité qu'on essaie de leur transmettre. Se battre, travailler plus que les autres pour s'en sortir, des choses comme ça.
Est-ce que, tu vois, tu me l'entendras dire, tu me l'as déjà entendu dire si tu as écouté les podcasts, j'adore sortir du script et poser des questions un peu annexes. Est-ce que tu peux peut-être illustrer ça, cette mentalité 9-5, toi, dans ce que tu amènes aux gamins justement et tu sais, donner peut-être des exemples au niveau des valeurs et autres que tu essaies de véhiculer à ces petits. Mais au niveau des valeurs, c'est vraiment le travail, tu vois. On entraîne à des niveaux intermédiaires. C'est pas les mecs les plus talentueux, sinon on serait déjà en centre de formation. Donc s'ils veulent faire quelque chose, il faut qu'ils bossent plus que les autres. Et dans la manière de travailler, tu vois, moi j'ai une méthode qui est différente. On en parlera ensuite, mais je suis passé par l'Espagne. Et tu vois, on s'entraîne beaucoup. Il faut être précis, il faut être rigoureux. Et c'est ce que tu vois, c'est ce que j'essaie de leur apporter en fait. Là, j'essaie de les structurer un petit peu. J'ai un groupe de jeunes là qui est en prénat. Je leur ai fait comprendre qu'ils devaient investir sur eux-mêmes, qu'ils devaient prendre un prépa physique pendant l'été, qu'ils devaient bosser sur certains points. Et c'est des choses qu'ils avaient jamais abordées. Tu vois, l'été, ils chillent ou ils font du 3-3 et ils comprennent que voilà, ils doivent se structurer, ils doivent passer un cap. Et moi, c'est ce que j'ai vite compris en fait. C'est si je voulais avancer, tu vois, il fallait que je me structure. Voilà. Pour moi, mon plafond, c'était la nationale de ACRJ. Et au final, tu vois, j'ai réussi à mettre les pieds Summer League NBA, j'ai fait les Final Four de l'Euroleague, j'ai entraîné en Espagne. Donc en fait, le plafond, j'ai explosé. Pourquoi ? Parce que j'ai dépassé les limites. Tu vois, j'ai avancé, je me suis structuré. Et plus je vieillis, plus je comprends que c'est important d'avoir une vision à moyen terme et de se structurer. Donc c'est vraiment ça que j'essaye de leur apporter, ce côté-là. Et puis après, c'est le côté Kaira, tu vois. J'aime bien en parler, mais on joue, tu vois, ici on est un peu soft, tu vois. On n'est pas dans les impacts, on n'est pas dans la dureté. Et chez nous, dans le 95 ou en Ile-de-France, tu vois, ça joue très très dur. Et c'est ce côté-là que j'essaie de leur apporter. Côté un peu Kaira, il faut aller chercher les choses, il faut se battre, il faut avancer. Voilà. On en avait parlé aussi, mais ce côté se battre un peu plus que les autres, il est aussi lié, tu vois, à la population. Moi, je me souviens que on en parlait, c'est-à-dire que dans le 31, il y a moins de licenciés. C'est sûr que dans la banlieue parisienne, la masse, elle est beaucoup plus grande. Donc, s'en extirper, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, exactement. Il faut sortir du lot là-haut. Et si t'as pas un truc différent, si t'as pas une mentalité un peu plus agressive où tu vas chercher les choses, tu sors pas de la masse. Et tu vois, ici, je pense qu'il y a une bonne combinaison. C'est-à-dire que les gamins, ils ont tout pour s'en sortir. Tu vois, nous, on n'avait pas de Oops Factory. Là, on est au Country Club. Tu te rends compte, c'est un lieu incroyable. Tu as des terrains de paddle, tu as un terrain de basket. Tu peux aller boire un café. Nous, ça n'existait pas. Tu allais jouer dehors. Tu vois, et c'est vraiment ce côté, cette mentalité où il faut aller chercher les choses. Tu vois. Et les gamins, ils ont tout pour s'en sortir ici. Il leur manque juste un petit truc en plus pour qu'ils passent des caps. Parce que le talent, il est partout. Tu vois, on est sur un territoire, là, les talents, tu les vois, les gamins, ils sont magnifiques. Ils ont du talent, c'est abusé. Dernière question hors script, et après je t'amènerai sur la première partie de ta carrière de coach. Mais est-ce que tu as la sensation que en coachant une prénat, on aura l'occasion de reparler un peu de ton aventure à l'OTB, mais est-ce que en gros, tu vois quand même, quand tu te déplaces, je vais te prendre un exemple qui est assez fort, tu vois, mais genre, est-ce que tu vois, quand tu vas dans le Gers, il y a quand même cette culture un peu plus forte de tu vois, le fait de se battre un peu plus, tu vois. Nous, on en discutait là encore dimanche dernier, j'en discutais avec un coach de U13 filles, tu vois, qui disait, mais nous, en fait, la vérité, c'est que on n'a pas forcément de potentiel physique, mais notre arme, ça va être d'avoir des petites rapides, mais qui mettent les mains partout, qui touchent tout le temps. Est-ce que tu as cette sensation au sein du territoire occitan, tu vois, de te dire, quand tu vas te déplacer à certains endroits, tu retrouves cette mentalité-là quand même? Mais clairement, après, tu vois, je continue à découvrir le territoire. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis ici. Ça fait 2 ans et demi. Mais c'est clair que le Gers, tu vois, c'est un territoire qui est identifié. Tu sais, quand tu vas là-bas, où tu mets les pieds. Tu vois que ça bosse différemment, que tu vois, ça fait penser un peu Hollande, où c'est très agressif, c'est rapide, et ça essaie de défendre fort, ça essaie de mettre des choses différentes que dans le 31, tu vois. C'est des ingrédients qui sont différents. Mais ouais, tu sens qu'il
il y a une différence selon où tu es situé, qu'il y a une différence de manière de travailler, ça se sent, clairement. On va ouvrir du coup la grosse partie, qui est ta partie de ta carrière d'entraîneur. Je crois qu'elle a commencé un peu avec le développement individuel. Il me semble que tu en as déjà parlé là, dans l'introduction du podcast, que tu as travaillé avec une agence. Moi, je voulais que tu parles un peu de ce que tu as fait, tu vois, comment ça s'est fait. Pour donner un exemple aux auditeurs, moi, tu m'as dit qu'il y avait une bande, donc je te laisserai passer la dédicace. Mais je sais que tu as bossé en entraînement individuel avec des gars comme Adam Mokoka de Bourg-en-Bresse cette année. Moi, je voulais savoir un peu comment ça s'est fait. C'est quoi ta vision du développement individuel et qu'est-ce que tu as fait avec ces gars-là et cette clique? Ok. Tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais de structure, en fait, ça a démarré comme ça. C'est-à-dire que moi, j'étais coach sur des jeunes. J'ai accompagné une génération de U13 à U18. Okay. En France, on aime bien changer de coach tous les 2 ans ou tous les ans. Moi, j'ai eu la chance de suivre vraiment tout le développement d'une équipe U11 jusqu'à U18. On est devenu champion régional en Ile-de-France. À l'intérieur de ça, en fait, j'avais des jeunes moi, qui étaient les frères Loubaki, donc Luc et Fred. J'ai eu Gaylor Lobela, qui est un joueur de N1. J'ai eu Adam, qui était des gamins de Cergy, du club d'à côté. Moi, je connaissais les grands frères. Et en fait, on a commencé à structurer les étés, à bosser. Voilà, on avait un gymnase ouvert, ça s'appelait Sport à Nîmes. C'est pour éviter que les gamins fassent des conneries, ils mettaient un animateur et ils ouvraient le gymnase pour qu'on puisse jouer à la base. Et donc nous, on a commencé à bosser dedans, à structurer des séances, à accompagner des gamins qui avaient un peu de potentiel. Comment vraiment le cœur a démarré. Les gamins progressaient plus que les autres. On a Luc qui a fait entrer au pôle, entrer à l'INSEP. C'était le meilleur joueur de sa génération 97. Il a été MVP du Without Border. Il a fait le Nike à New York là. Hoop Summit. Le Hoop Summit. Non, il a fait le Jordan Classic. Il a fait MVP du Jordan Classic, pas du Hoop Summit, pardon. Et donc en fait, ça a commencé à nous ouvrir des portes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gamins qui voulaient venir avec nous, qui voulaient bosser l'été, travailler, et ça a fait grossir un petit peu le vivier. Comment ça va démarrer. Pour moi, le développement individuel, c'est la chose la plus importante. Et quand je parle de développement individuel, je ne parle pas d'un joueur un plot ou un joueur un ballon. Ça veut dire que là où on a construit la méthodologie, tu vois, qui est vraiment différente. Aujourd'hui, je n'entraîne plus comme j'entraînais il y a 20 ans. Mais on n'a jamais fait de 1 contre 0. Et c'est pour ça qu'on a eu des gamins qui ont performé, qui ont progressé, parce qu'ils ont toujours été dans l'opposition. Ils ont été dans l'opposition face à des joueurs plus vieux. Et tu vois, on a réfléchi à des concepts vraiment fous, tu vois. On avait inclus des coachs de boxe où les gamins ils faisaient des entraînements de boxe le matin. On allait à l'ESSEC, parce qu'à l'époque, j'étais coach à l'ESSEC, qui est une école de commerce. Et donc, on avait accès. Et donc, tu vois, on emmenait une bande de jeunes. Et on rentrait par la porte de derrière, on allait s'entraîner dans le gymnase, la salle de muscu. Et tu vois, on avait vraiment structuré tout un été, toute une équipe autour de jeunes gamins, en fait, dans leur développement. À la suite de ça, en fait, moi, j'avais monté la première Summer League en France. Comme Cergy, c'est un vrai territoire de basket. Tu vois, c'est les frères Si, c'est Amara, il y a eu Antoine Mendy qui est sorti de l'Alba. On a eu beaucoup de joueurs, en fait, de gros joueurs. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour animer un peu chez nous? Et comment on peut faire bouger les choses? Donc, on a créé la Summer League. Et c'était un championnat d'été sur une semaine. Le même concept que la Summer League NBA, hein, avec des vrais matchs de basket, où on s'est dit, nous, on va développer nos gamins, on va les entraîner la journée, et le soir, on va leur donner une opposition face à des joueurs pros. Et notre but, c'était de faire venir tout Paris à Cergy pour kiffer, et de faire venir des scouts NBA, parce qu'il y avait des potentiels NBA, faire venir des marques. Et c'était notre but, en fait. On avait ça en tête. À la suite de ça, tu vois, moi j'ai été repéré par une agence, qui est l'agence Octagone. J'ai travaillé avec eux pendant 10 ans. Et en fait, j'étais dans le scouting de joueurs et j'étais dans le développement individuel. C'est-à-dire qu'eux avaient des potentiels, dont Luc, le Bakif, faisait partie pour la draft NBA. Et donc moi, j'étais en charge du développement, des plans de carrière, de la structuration de leur accompagnement et de leurs étés.
Et tu vois, quand je parle de limite, je suis un petit gars du 95. Comme je te disais, ma limite pour moi, c'était la nationale 2 de Cergy, où c'est le haut niveau, c'est incroyable. Mais à partir de ce moment-là où j'ai mis les pieds dans l'agence, en fait, tous les ans, il y avait une réunion, la réunion annuelle qui était sur le All-Star Game NBA, ça. Et tu avais une réunion en Europe qui était sur le Final Four de l'Euroleague. Et tu te retrouves dans l'agence, il y avait plus d'une vingtaine d'agents. C'était l'agent de Printesis de l'Olympiakos. Tu avais l'agent d'Adamanga, qui est aujourd'hui à Badalone, mais qui est passé par le Barça. De l'agent de Rudy Fernandez, Real Madrid. L'agent NBA, c'est l'agent de Giannis Antetokounmpo et de Stephen Curry. C'est l'une des plus grosses agences au monde. Et donc, en fait, tu viens, toi, avec ta petite mentalité, où tu veux t'en sortir, et tu vois là, les mecs, c'est les meilleurs. Ça veut dire que quand tu leur parles, ils disent, oh, ici, nous, on est les meilleurs. Tu vois, donc ton truc où tu sais pas, t'es dans l'à peu près, tout ça, non. Nous, ici, on est les tops. Notre manière de travailler, c'est comme ça. On prend le joueur là, on l'emmène là. On va structurer ça de cette manière. On croit en joueur, on va faire ça. Et moi, tu vois, ça m'a donné plein de skills, en fait. Ça m'a fait vraiment passer un cap, tu vois. Et j'ai vraiment step up dans ma manière de travailler, dans ma manière d'avancer, parce que j'ai voyagé et tu vois, je me suis construit d'une autre manière. Là où les coachs en France, ils ont tous à peu près le même parcours. La plupart, ils font STAPS. Ils sortent de là, ils vont sur le parcours fédéral. Et à la suite de ça, tu commences à avoir 23, 24, 25 ans. Tu es un peu près à la gorge. Il faut que tu signes un boulot très très vite, un CDI, un machin, et tu sors jamais de ton club. Parce que tu n'as pas le temps de voyager, tu es pris dans ton club. Moi, dans ma manière de construire, tu vois, au début, j'étais un petit peu jaloux des autres, tu vois, j'avais un petit peu honte de mon parcours, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une vraie force. Parce que ce que j'ai vu, il n'y a aucun autre coach français qui peut le voir. C'est la réalité. C'est-à-dire que mettre les pieds dans le milieu des agences, c'est un monde de fou. Par contre, c'est l'autre côté du miroir et c'est une autre méthodologie et c'est une autre manière de penser. Aller sur le Summer League NBA, tu vois, tu as la partie visible NBA, mais de l'autre côté, tu as des joueurs ricains ou européens qui cherchent des contrats et qui viennent se vendre. C'est-à-dire qu'ils vont sur des Summer League annexes, d'accord, où les matchs sont en même temps que ceux de la Summer League NBA, où c'est rempli d'agents, c'est rempli de coachs et ils viennent jouer. Ils payent leur entrée, ils se montrent pour aller chercher leur gagne-pain pendant l'année. Tu vois, tu as des mecs qui viennent avec leur coach, ils sont entourés, ils ont leur équipe. Et derrière, tu les vois, ils signent en Pro A, ils signent en Pro B, tu vois. Et tu vois, tout ce monde-là, toute cette vision, tu vois, comme je te disais, j'en avais un peu honte, tu vois, faire partie d'une agence, machin, c'est un boulot que tout le monde critique, en fait, tu vois. Tout le monde dit, ouais, c'est des gens chelous, c'est des mercenaires, c'est ceci, cela, tu vois, c'est particulier. Mais au final, aujourd'hui, c'est une vraie force, tu vois. Désolé, je pars un peu partout, hein, mais Final Four de l'Euroleague, on est en pleine réunion, t'as Rudy Fernandez qui ouvre la porte, qui vient, qui rentre dans la salle, qui vient checker son agent, qui parle, qui truc, et tu vois, t'as accès à tout ça en fait. Tu te dis mais attends, waouh, où est-ce que je suis, tu vois, c'est la folie. Et derrière, tu parles avec l'agent, il dit tu viens en Espagne, je t'ouvre les portes, tu viens voir comment ça travaille. Et tu vois, c'est comme ça que je me suis construit en fait, c'est atypique, mais c'est vraiment une autre vision différente. Non mais c'est très bien, t'excuses pas de digresser, hein. Si tu digresses, ça veut dire que t'es plutôt à l'aise au micro, donc moi j'en suis content. C'est trop bien ce que tu nous dis là, parce que en fait t'as tous les aspects. C'est-à-dire que t'as vu la partie visible du miroir et t'as vu derrière le miroir. Donc tu sais aussi les enjeux pour les agents. Toi, quand tu réfléchissais à ça, comment du coup est-ce que vous construisiez, tu vois, quand tu parlais de plan de carrière et peut-être de développement intrinsèque du joueur techniquement ou autre, comment est-ce que vous réfléchissiez, tu vois, à cette carrière chez le joueur et comment toi tu procédais à ça? Du coup, ça peut être même une question un peu transversale, mais en disant, même un jeune que tu as aujourd'hui, tu vois, qui arrive en prénat à l'OTB, ou un jeune U13, tu vois, que tu veux amener sur ta prénat à l'OTB dans 7 ans, comment tu réfléchis, toi, à son parcours de joueur et de basketteur? Pour moi, tu as les fondations, tu vois, c'est-à-dire qu'en jeune, la seule chose qui t'intéresse, c'est la mentalité, tu vois, c'est-à-dire qu'on est beaucoup en France dans le travail physique, dans le développement technique, tactique,
Tu vois, moi, ma prio, c'est la mentalité. C'est-à-dire que le gamin, il doit être capable de s'entraîner à haute intensité en permanence, tu vois, qu'il prenne du plaisir et surtout qu'il ait envie de défoncer tout le monde. Tu vois, ça, c'est la première graine que tu plantes. Quand tu commences à avoir ces ingrédients-là, tu greffes le travail technique en permanence, bien sûr. Et pour moi, le travail physique, il vient en dernier. Tu vois. Et je pense qu'ici, on fait un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire que on veut beaucoup avoir des athlètes, des joueurs opérationnels, alors que c'est pas ceux-là qui réussissent, tu vois. Ils vont vite briller. Par contre, à 17, 18, 20 ans, ils vont être dégoûtés et ils seront plus dominants parce qu'ils n'auront pas développé la partie technique, parce qu'ils étaient déjà dominants avant. Moi, vraiment, c'est cette partie-là. C'est la mentalité. Tu vois, dans la méthodologie un peu américaine, Octagone, en fait, tu as les qualités intrinsèques du joueur. D'accord ? Et ce qu'ils veulent, eux, c'est maximiser les qualités intrinsèques. Pourquoi ? C'est pourquoi tu vas être payé. C'est qui tu es. Donc, tu vois, on aime bien ici faire des joueurs moyens, des mecs on développe tout sur l'été. Tu vas faire un peu de tir, un peu de pick and roll, un peu de travail de passe, un peu de travail de création d'espace. On va tout te donner, tu vois. On va tout te donner. Mais au final, à la fin de l'été, tu es un joueur moyen. Parce que tu as bossé un panel énorme. Dans la manière américaine, c'est ok, t'es qui ? C'est quoi tes qualités ? D'accord ? T'es un joueur de pick and roll ? Ok. Eh bien, il faut que tu sois master en pick and roll. Il ne faut pas que tu sois BTS ou licence. Il faut que tu sois master ou doctorat. C'est le plus haut niveau, tu vois. Et que tu aies un niveau de lecture et de capacité à jouer les pick and roll qui soit très élevé. Derrière, c'est ok. Qu'est-ce qu'on peut greffer sur 3 ans, tu vois, avec un plan de développement sur 3 ans. Quelle chose on peut greffer à petite dose ? Est-ce que ça va être un pull-up ? Est-ce que ça va être la qualité de passe ? Est-ce que ça va être une création d'espace ? Mais sur un été, tu vas développer une qualité en plus. Donc que tu vas rajouter ça dans ton bag pour passer un cap. Une fois que c'est acquis, tu as toute l'année pour te développer. Continue à jouer là-dessus. C'est acquis, ok, on rajoute encore un truc supplémentaire. On rajoute encore une chose. Et en fait, tu construis un joueur dans la durée. D'accord ? Pas sur 2 mois d'été. Tu construis un joueur sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec un plan de développement. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est bien parce que avant, bon, les gens n'étaient pas là parce que le micro n'enregistrait pas, mais on a discuté du fait d'avoir la capacité à être patient un peu dans ça. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Avant de conclure, entre guillemets, cette partie sur le développement individuel, moi, je voulais juste t'amener sur ce terrain-là. Tu as dit un truc qui était intéressant, qui était, moi, les gamins, ils n'ont jamais joué contre des plots. Tu vois, je voulais que tu parles peut-être un peu, toi, de ta vision du développement individuel, et si tu veux aller un peu plus loin dans cet aspect-là, qui est de dire qu'il faut s'opposer et qu'il n'y a que ça qui, au final, fait vérité, tu vois, dans l'entraînement. Je suis plutôt chaud que tu nous en parles un peu. Cette vision-là, en fait, elle a été agrémentée avec l'Espagne, tu vois. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a 15 ans, il y a 12-13 ans encore, je faisais du 1 contre 0, tu vois. J'étais à la recherche du geste parfait. Mais sauf que, tu vois, on prend un geste simple, tu vas prendre un lay-up, tu peux en faire 50 au gamin. Mais en match, tu n'as jamais 50 lay-up de la même manière. Tu as toujours un défenseur, tu as toujours du stress, tu as toujours la gestion du score, la gestion du temps. Et donc, il n'y a jamais le même lay-up, tu vois. Et ça, en fait, je l'ai vraiment appris avec la méthodologie espagnole. Où tu veux créer, en fait, des environnements où tu as du stress, où tu as plein de choses à gérer, plein de paramètres, qui font que le gamin, il faut qu'il travaille sans se rendre compte, déjà, et tout le temps avec de l'opposition. Tu vois ? Et c'est vraiment en fait la manière de développer qui est pour moi le plus efficient. C'est vraiment efficace, tu vois. Parce que les gamins, en fait, si tu mets pas des contraintes en permanence, tu vois, tu peux avoir des joueurs à l'entraînement qui vont te mettre 49 sur 50 ou 50 sur 50 au lay-up. Tu vas les mettre en match, il va rater le lay-up. Qu'est-ce que tu vas créer ? Applique-toi, monte ton truc. Ouais, ça sert à rien en fait, parce que t'as jamais créé l'environnement, t'as jamais créé les situations de stress qui font que le gamin, il a déjà eu cette situation-là à gérer en fait. Donc ça sert absolument à rien, tu vois. Et je critique pas, chacun sa manière, tu vois, mais je vois plein de coachs qui bossent sur du 1 contre 0, sur plein de choses, c'est super, c'est très très bien, ça fait des belles vidéos, mais à un moment donné, ça fait pas forcément des joueurs de match. Voilà, ça fait des joueurs capables de mettre 50 sur 50
à 1 contre 0. On va continuer, on aura l'occasion d'en reparler, mais on va continuer un peu. Moi, je sais qu'on a entraîné ensemble un peu en camp de basket, donc je t'ai vu faire. Et tu vois, dans la question, il y a écrit « Et tu étais souvent vêtu du merch de la Roja ». Ah, c'est bien parce qu'aujourd'hui, tu es derrière le micro avec un t-shirt de l'Espagne. Je sais que tu as un lien fort avec cette culture-là, tu viens d'en parler, mais peut-être qu'on peut approfondir, ouvrir ça. Et qu'est-ce que toi, tu as réussi à aller puiser dans le basket espagnol? Peut-être parler aussi de ton lien avec le basket espagnol, si tu en as envie. Mais voilà, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire plus sur ce que tu es allé chercher de l'Espagne pour Jay, le coach, c'est-à-dire que tu te nourris de ça, et de parler un peu de ce lien que tu as avec... Ok. Comme je te disais, en fait, grâce au basket, j'ai rencontré mon ex-compagne, qui était une bonne joueuse de Ligue 2, et qui est devenue une top joueuse Euroleague. Voilà. Et en fait, dans son parcours, elle a eu plusieurs fois l'opportunité d'aller jouer en Espagne. D'accord ? Et donc, moi, je suivais un petit peu sa carrière. On était ensemble, donc je l'accompagnais. Et donc, j'ai eu la chance en fait, de rentrer dans leur mode de formation. Et ça m'a ouvert pas mal de portes. Donc, elle a joué à Girona. Et tu vois, en France, si tu n'as pas le diplôme, on ne t'ouvre pas la porte. C'est la réalité. C'est-à-dire que tu as le statut de l'entraîneur, tu ne peux pas coacher à un tel niveau parce que tu n'as pas le diplôme. En Espagne, il y a les diplômes, mais ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils recherchent, c'est la compétence. Et tu vois, moi, elle était sur l'équipe première de Girona. Moi, je m'ennuyais un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que je suivais, mais j'étais souvent à la maison, machin. Donc, j'allais voir l'équipe réserve jouer, j'allais voir les jeunes jouer. Tu vois, je suis quelqu'un de curieux. Et en fait, une fois, je parlais avec l'entraîneur de l'équipe réserve, qui était en Ligue 2. Et je dis, je fais un peu de développement individuel et tout, tu vois. Et il me dit, écoute, demain matin, tu viens, tu testes. Tu vois. Et je viens, et en fait, on avait, à l'époque, il y avait Julia Soler, qui est maintenant une joueuse de première division en Espagne. Et on a Laura Mendes, qui vient de signer à Bourges. Et donc, moi, j'ai fait des séances, j'ai fait des trucs d'entraînement là-bas. Et en fait, ça a matché avec le coach. Et le coach, il me dit, ok, je te prends un assistant. Et tu fais le développement individuel des joueuses. À chaque practice, tu prépares des choses. Je te confie un groupe de 3 filles, en fait. Et en permanence, toute l'année, tu leur fais des retours vidéo après chaque game. Tu me fais un retour. Et en fait, je suis rentré comme ça, tu vois. J'avais aucun diplôme espagnol. Et à la suite de ça, eux, ils m'ont inscrit, tu vois. J'ai pu rentrer dans leur modèle de formation. J'ai un diplôme de niveau 1. Donc ça veut dire que là-bas, je peux coacher en Ligue 2. Et j'étais assistant sur la 2e division. L'année où je suis là-bas, on perd en finale d'ascension, tu vois. On était à Melilla. C'est-à-dire qu'on est parti au Maroc, tu vois, la partie espagnole du Maroc. Et on perd en finale pour monter en première div. On ne pouvait pas monter parce que tu avais l'équipe première au-dessus. Mais tu vois, c'est une année où vraiment j'ai beaucoup appris. Dans leur méthodologie, il y a plein de choses. Mon lien, il va au-delà de ça. C'est-à-dire que j'ai rencontré un de mes meilleurs potes, qui s'appelle David Munoz, qui était assistant de l'équipe première en Espagne, qui derrière a coaché au Barça, et l'a coaché en Russie. Et aujourd'hui, il est assistant coach en première division espagnole sur une équipe de Coupe d'Europe. Ce gars-là, c'est le parrain de mon fils, tu vois. Donc le lien, il est vraiment très très fort. Et quand il était au Barça, lui, il m'a ouvert les portes de la Masia. Tu vois, j'ai passé une licence en psycho de la haute performance, parce que le Barça, en fait, le club de foot, ils ont leur institut de formation à eux, où ils ont plein de diplômes de coach, prépa physique, kiné, et partie sur la psycho. Et donc moi, j'ai passé ce truc-là en accompagnement, parce que ça avait du lien avec l'entraînement individuel, tu vois. J'aime beaucoup tout ce qui est les aspects psychologiques, tu vois. Et donc j'ai passé une licence là-bas. Et en fait, c'est l'année où, sur la Masia, au foot, c'est la génération Cubarsi, Gavi, Lamine Yamal. Et donc, nous, on était en lien avec la psychologue de la Masia. Et donc, on avait accès à tout ça. Tu vois, on avait des cours, on suivait un petit peu l'évolution des joueurs, on suivait un peu les relations tripartites avec la famille, comment gérer tout ça, la pression avec les agents, l'environnement, comment performer en match.
Et tu vois, pendant un an, j'ai eu accès où tu rentrais, porte ouverte à la Masia. Tu voulais aller voir le volley ou le hand s'entraîner, tu y allais, tu pouvais échanger avec les coachs, avec les kinés. Tu vois, c'est une ressource qui est incroyable. Et moi, ça a vraiment accéléré mon développement parce que, en fait, j'avais que ça à faire. Et en fait, je passais ma journée là-bas. Tu vois, donc j'allais voir l'entraînement des U11, j'allais filmer les entraînements des U11, j'allais filmer les entraînements des U13, je parlais. Avant les entraînements, les gars, ils ont des réunions, ça dure 2 heures. Tu vois, nous ici, les coachs, ils arrivent au buzzer. Tu vois, moi, dans mon club, les coachs sont au buzzer. Après, c'est pas de leur faute, ils ont un boulot à côté, ils ont plein de choses à gérer. Mais l'entraînement, il est à 17h, ils arrivent à 16h55. Là-bas, t'as entraînement à 17h, il faut que tu sois là à 14. On mange ensemble, on prépare l'entraînement, on regarde les vidéos qui sont en lien. Et tu vois, t'as dans le développement individuel et dans la progression du joueur. C'est juste incroyable ce qu'ils font, tu vois. Ils ont 10 ans d'avance. Et on parle de U11 et de U13, on parle pas de U18, tu vois. Et donc, ouais, c'est comme ça que je me suis construit, en fait, tu vois. Ça a agrémenté encore plus ma vision sur le basket, sur le développement. Et voilà, moi, je suis fan de ce qu'ils font, honnêtement. Pour moi, c'est les meilleurs dans le développement. C'est les meilleurs dans la formation. Je sais que ça va pas plaire à certains gars, dont les Stormers, tu vois, où ils sont la plupart en équipe de France, où ils me gazent à chaque fois, tu fais quoi avec ton maillot de l'Espagne? Mais les gars sont trop forts, en fait, tu vois. Ils sont trop forts. Et quand tu regardes les coachs en Euroleague, la plupart, c'est des coachs espagnols. Sur les équipes nationales jeunes, ils font avec leurs ressources. Ils n'ont pas les mecs qui vont le plus vite, le plus haut. Mais ils sont toujours dans le top 4. Tu vois, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Tu peux illustrer un peu, moi ça m'intéresse, tu vois, là je vais nourrir le coach que je suis, tu vois, mais tu peux illustrer un peu sur les U11, les U13, ce que tu as pu voir, ce qui t'a vraiment marqué. Ben, en fait, ils ont un développement par étapes. Tu vois, c'est-à-dire que déjà, ils n'ont pas les mêmes catégories que nous. Okay, ils fonctionnent sur des générations, c'est U11, U12, U13, U14, U15. Nous, c'est des catégories de 2 ans, eux, c'est 1 an. Ils surclassent très peu les gamins. Okay, ils veulent qu'ils soient dominants dans leur catégorie d'âge. Ils sont déjà dans le 5-5 très tôt. Tu vois, très très tôt. Mais dans le développement individuel, les gamins ils s'entraînent tous les jours des U11. Tu vois, ça c'est la folie. C'est la folie. Et tu vois, je te donne un chiffre. Ils jouent 64 matchs par saison. Tu vois, et moi, français de base, hein, je vois le coach, je dis, tu trouves pas que c'est beaucoup, t'as pas peur qu'il se blesse? Le coach il me dit, mais attends, on paye un préparateur physique et on paye un kiné, pourquoi tu veux qu'il se blesse? Mais c'est vrai que voilà, mais ils sont en pleine croissance. Et alors? Et au final, les gamins, en une saison, ils jouent 3 saisons françaises en fait. Parce que nous on joue 21 matchs ou 22 matchs sur des U11. Eux ils sont déjà à 3 saisons. Et ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir. Pareil, ils sont tout le temps avec des débutants, il y a de l'opposition. Ça veut dire que dans l'apprentissage, c'est tout l'opposé de nous. Nous, tu vas démarrer, tu vas faire un double pas, un contre 0, tu vas mettre des cerceaux. Le gamin, il va poser droite-gauche. Non, eux, ils s'en foutent. Ils vont te mettre un truc avec un franchissement, tu vois, guidé. Et en fait, va marquer le panier. Voilà, sous stress déjà. Et donc, le gamin, naturellement, il va développer des choses. Ok, et derrière, ils vont dire, ok, là, tu as été en situation d'échec, on est d'accord, tu as raté le panier. Très bien. À partir de maintenant, on va isoler un peu le geste. Il faut que tu fasses ça, 2 pas. Tu vois, là où nous, en France, tu es en situation d'échec, le coach, il va te dire quoi? Imagine que le défenseur vient de la gauche, imagine que... Comment tu veux que le gamin, il imagine? Il n'a jamais vécu la situation, en fait. Il ne peut pas imaginer, il ne peut pas comprendre. Tu vois, alors qu'eux, ils partent d'un constat d'échec, et derrière, ils disent, voilà, tu as vu la situation précédente, tu n'as pas réussi parce que tu as été contesté sur ta gauche. Ok, à partir de maintenant, on recrée quelque chose, un environnement, pour que tu puisses être en capacité de réussir. Tu vois, et c'est une vision, une méthode qui est totalement différente. Mais ça part de ces mecs-là où les coachs, pour moi, là-bas, c'est des créateurs, c'est des génies, en fait. Tu vois, ils sont tout le temps ils sont à la recherche de comment développer les gamins. Tu vois, pas gagner des matchs, comment développer les gamins. Il y a un chef cuisinier, tu vas voir où je veux en venir, mais je vais t'amener l'analogie, mais Thierry Marx, tu vois, il a une phrase que j'aime beaucoup, lui, c'est pas apprendre pour faire, c'est faire pour apprendre, tu vois. Ça a du sens. Ça a du sens, clairement, tu vois. C'est les situations d'échec qui te font progresser le plus, en fait. Pour continuer, Jay, on va ouvrir la partie entre guillemets occitane du podcast. Cette saison, le but, c'est de parler avec des gens du territoire occitan. On en a un peu parlé, on a envoyé des billes et on a parlé un peu
Enfin, il y a eu des prémices de ce sujet-là. Moi, je voulais qu'on revienne un peu sur le projet dans lequel tu es engagé avec l'OTB, donc l'Ouest Toulousain Basket. Savoir ce qui te motive, ce qui te motivait dans ce projet-là, ce que tu fais aussi. Voilà, je te laisse parler de l'OTB et puis on digressera. Ok. Mais en fait, c'est marrant parce que je suis arrivé à l'OTB par hasard. Ok. Moi, j'ai mes parents qui sont à la retraite ici. J'ai mon papa qui est un peu malade. Et en fait, j'étais en cours de séparation où, voilà, c'était un peu compliqué. Moi, je voulais juste sortir de la maison. Et je me pointe à l'entraînement, je vois à l'époque l'ancien salarié qui est Benoît Payet. Et je lui dis, bah, je recherche un petit truc pour entraîner. Il me dit, ok, je te mets sur des U13-2. Tu vois, département, les gamins, voilà, un peu compliqué parce que pas très bien formé à la base, tu vois. Et en fait, je fais la séance, il me dit, mais en fait, t'es qui toi, tu fais quoi ici, tu vois. Et très vite, on me propose les U13-1, j'entraîne, ça se passe bien. Et de fil en aiguille, voilà, aujourd'hui je suis directeur sportif. J'ai le club qui a cru en moi. Moi j'ai voulu faire mes équivalences de diplôme espagnol-française. Ça s'est pas passé, tu vois, en termes d'équivalence. Et en fait, donc ils m'ont repayé tout un cursus de formation. Donc je suis passé par le BP et là je sors du DE. Et donc aujourd'hui je suis directeur technique du club. Okay, en charge de l'équipe première sur la pré-nationale, en lien avec les U21, puisque c'est le projet que j'ai mis en place ici, et sur la formation des jeunes joueurs U13. Moi, c'est un projet qui me plaît, parce que, il y a une bonne base. Okay, c'est un des clubs avec le plus de licenciés en Occitanie. Il y a des infrastructures. Et je pense qu'il y a de la matière. Je pense vraiment qu'il y a de la matière. Il y a des gamins qui sont super intéressants et qu'on doit accompagner. Dans la vision, en fait, moi, j'ai toujours été un bâtisseur, tu vois. C'est-à-dire que je ne me vois pas en tant qu'assistant, deuxième assistant, tu vois, avec une tâche à faire chronophage, un peu rouleau, tout ça, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de cordes à mon arc et en fait, j'aime bien faire plein de choses, tu vois. Et bâtir un club, c'est un truc qui m'excite, tu vois. Je pense qu'on a tous, on est tous passés par les mêmes trucs. Hein. On a tous joué à Football Manager, on a tous joué, essayer de bâtir, construire une équipe, partir de tout en bas, régional et arriver en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'anime, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait Pascal Donadieu, tu vois, à Nanterre. Tu vois, et je m'identifie un peu à ça. J'ai envie de construire un truc, partir d'en bas, construire, former, développer, rater des choses, tu vois, avoir des échecs pour essayer de trouver la bonne formule et essayer de monter et de construire un vrai truc. Voilà un petit peu mon lien avec l'OTB. Pour continuer avec l'OTB, moi ce sur quoi je voulais revenir, tu vois, on en a parlé plusieurs fois. Je sais que vous étiez à un moment en course avec la Prénat pour potentiellement viser la montée en National 3. Mais tu m'as dit un truc, tu vois, qui m'a un peu marqué en me disant que la Prénat, en fait, tu avais un objectif, c'était de faire jouer les gamins le plus jeunes possible dans ce championnat-là. Je voulais que tu reviennes un peu sur cette formation, tu vois, peut-être ce lien avec les U21. Parce qu'il faut quand même le dire, tu vois, c'est bien parce que je reçois des champions d'Occitanie à chaque fois. J'ai eu Rubin Pagnaga, donc le podcast il est déjà sorti avec les U18. Vous avec les U21, bah il y a 2 titres en U21, 45 victoires, 0 défaites, donc c'est cool, tu vois. Mais au-delà du résultat, de la médaille et du bouclier qui viennent valider le travail, tu vois, moi je voulais que tu me parles un peu de cette volonté de faire jouer très jeunes les gars en prénat. Et voilà, comment t'articuler cette passerelle U21 prénat. En fait, assez simplement, tu vois, et c'est toujours en lien avec mon parcours en Espagne. Tu vois. Dans leur parcours de formation, eux, très vite, ils jouent en National 3, National 2, où ils doublent, tu vois, le week-end, avec des clubs limitrophes, ils ont des licences AS, tu vois. Il y a plein de choses qui font qui accélèrent le processus de formation. Et tu vois, ici, on est un peu frileux. C'est-à-dire que la Prénat, la N3, c'est des mecs référencés, qui sont là depuis des années, qui gagnent peut-être un peu d'argent, tu vois, c'est possible. Et en fait, moi, ça part d'un constat. C'est-à-dire que j'ai pas d'argent, tu vois. J'ai pas d'argent, mon club, il peut pas payer de joueurs, on peut pas défrayer, on peut pas proposer des jobs, on peut rien faire. Donc, de là, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ok, il faut former.
tu vois. Il faut former. Et tu vois, on est dans un bassin ultra concurrentiel. Et en fait, je me suis dit, il faut aller là où personne ne veut aller. Tu vois. Et il y a 2 ans, personne ne voulait aller sur les 21. Tu vois. C'est pas le meilleur championnat du monde, c'est la réalité. C'est la réalité. Les clubs ne jouent pas le jeu, les gamins sont vite en senior. Et en fait, mais pour moi, c'était le moyen le plus rapide d'offrir une vitrine sur l'Occitanie au club, tu vois, gagner des titres, parce que c'est là où en fait t'es respecté en France, où tu gagnes des titres. On s'en fout des gamins qui sortent de chez toi, qui vont en National 2, National 1, Pro B, on s'en fout. En France, ils veulent le côté voilà, bling bling, il faut gagner des titres. Où est-ce qu'on pouvait gagner des titres? En U21. Donc de là, on a commencé à construire, tu vois, et la première année, j'avais 3 gamins qui s'entraînaient avec la Prénat avec moi, juste partenaires d'entraînement, qui sont devenus des joueurs majeurs en U21. On a récupéré d'autres gamins de clubs limitrophes qui étaient déjà chez nous à l'époque, tu vois, mais qui sont partis pour aller chercher un meilleur niveau, mais qui après n'accédaient pas sur les niveaux seniors. Donc nous, on leur a proposé un plan de développement, de doubler en U21, parce que pour moi, c'est un championnat laboratoire, c'est un championnat de développement, tu vois, et on tente des choses en fait, tu vois. Et on est invaincu, c'est super, mais moi, si je perdais des matchs en U21, ça me dérangerait pas, tu vois. Et donc, de là, on a bâti. Et mon but, moi, c'est de les amener vite en équipe première. Pour 2 raisons. 1, ça assure la continuité du projet. Okay. Et 2, c'est le développement des joueurs. Si les gamins ils sont amenés à partir au-dessus, c'est qu'on a bien fait notre boulot. Et comme nous, on n'a pas la chance d'offrir du 15 élite ou du 18 élite, et ben moi, mon but, c'est de mettre des U18 très vite, première année ou deuxième année, en équipe première, qui explosent, qui se développent, qui progressent. Et s'ils sont amenés à partir derrière en centre de formation, des choses comme ça, on a fait notre boulot pour le territoire. Et ceux qui doivent rester chez nous et continuer à progresser pour accompagner et aider l'équipe première dans son projet de monter, c'est très très bien. Mais on ne peut pas faire autrement en fait. Donc ça part vraiment de ça. C'est pas, à la base, ce n'est pas le projet prioritaire du club, mais c'est juste la réalité économique et ce qu'on peut faire. Voilà. Tu vois, dans le podcast avec Rubin, il a dit un truc qui était intéressant et c'est bien aussi parce que tu as dit que tu étais toujours ancré sur des U13 et sur des jeunes, et moi je trouve ça important. Tu vois, Rubin, il faisait un constat, mais il disait qu'en gros, la compétence, fallait la mettre aussi chez les jeunes d'abord, tu vois. Mais toujours pareil, l'Espagne, tu vois, toujours pareil. Tu vois, là, je lâche beaucoup de choses de là-bas, tu vois, et dans les clubs, en fait, sur U11, U13, t'as des bonhommes, tu vois. C'est-à-dire que t'as des mecs, ils ont 45, 50, 55 ans. Tu prends leur CV, ils ont coaché en U18 Badalone, Barça, machin, et c'est les meilleurs formateurs qui sont tout en bas. Et ils sont reconnus pour ça, pour la formation. Ici, la formation, c'est pas un truc mis en valeur. Tout le monde veut très vite avoir l'équipe première ou l'équipe en U18 élite pour briller, pour gagner plus d'argent. C'est la réalité, en fait. C'est que les clubs, ils mettent pas d'argent en bas. Moi, la priorité, c'est en bas, en fait. Tu vois. Comme nous, on ne peut pas payer en haut, il faut mettre la priorité en bas pour développer, avoir des bons joueurs et espérer les garder s'ils sont en capacité de rester chez nous et de mettre en place des projets là-dedans. Tu vois, dans le parcours de formation des entraîneurs en Espagne, moi, j'essaie de dupliquer un peu ce qu'ils font sur le club de l'OTB où, en fait, tu es jeune diplômé, on ne donne pas d'équipe en Espagne. Tu vois, tu as un parcours qui est vraiment identifié, où les gamins ils font 3e assistant, tu vois, et donc tu es manager de l'équipe, tu gères tout ce qui se passe autour, les déplacements, les parents, les machins, tu vois. Tu passes assistant, d'accord. Assistant, tu commences à avoir des missions sur le terrain, à entraîner, des choses comme ça, et ensuite on te donne la mission d'être entraîneur principal, tu vois, et donc tu as une progression sur 3-4 ans, où quand tu arrives à la tête d'une équipe, tu es prêt. Ici, tu vois, moi je récupère des gamins là, ils ont 22 ans, 23 ans, ils sortent de BPGEPS, on les met sur des U15 Occitanie. Tu vois, première division région. Et derrière, constat d'échec, tu vois. Mais c'est normal, t'es pas prêt. C'est pas parce que tu as eu le diplôme que tu es capable d'entraîner. Et tu vois, moi j'essaie de mettre ça. C'est-à-dire passer par de l'assistanat, venez sur l'équipe première, voir comment on entraîne, venez sur les U15 et les U15 Occitanie, des choses comme ça, tu vois. Mettre un vrai parcours de formation, un vrai accompagnement sur les entraîneurs pour les former eux aussi et qu'ils ne soient pas en constat d'échec, tu vois.
Pour continuer, et merci pour ce que tu viens de dire, je trouve ça cool de ramener cette notion de patience et de temps long, tu vois, que les choses peuvent pas, se font pas en claquant des doigts en fait. Et qu'il y a cette notion, on voit que c'est vachement corrélé quand on en parlait en début de podcast, tu vois, la mentalité du 9-5, mais en fait la clé dans tout ça, c'est, tu vois, c'est le travail, et je pense qu'on pourrait rajouter, je sais pas si tu le valides, mais quand même la patience. Clairement, clairement. Tu vois, mon parcours à moi, il m'a pris 20 ans. Tu vois, aujourd'hui, je suis mature, tu vois, mais dans ma construction, ça a mis 15-16 ans, tu vois, pour me construire en tant qu'entraîneur. Pourquoi? J'ai pas eu de mentor. On était sur un territoire, le 95. Il est décimé, en fait. Tu vois, tu as la nationale de Cergy, mais après, il y a pas de gros cursus de formation d'entraîneur. Il n'y a pas d'accompagnement, tu vois. Peut-être que ça a changé depuis. Mais la réalité, c'est que je suis un autodidacte, tu vois. Je me suis formé tout seul. J'ai été curieux, j'allais voir des entraîneurs, des entraînements. On n'avait pas accès aux ressources que vous avez maintenant. Tu vois, YouTube, nous, ça démarrait. C'était Dailymotion, c'était des conneries comme ça. Et il n'y avait pas tout ça, en fait. Il n'y avait pas autant de vidéos, autant de contenu. Là, tu as accès à des cliniques de coach d'Euroleague, de développement. On n'avait pas tout ça. Tu vois, nous, ça fait un peu vieux, mais tu te réveillais la nuit, tu mettais ton magnétoscope, tu enregistrais, tu faisais rembobiner, tu regardais. Tu vois, c'est comme ça qu'on nous, on s'est forgé. Tu vois, on décortiquait les actions de joueurs, pause, retour en arrière, pause, retour en arrière, pour comprendre le fonctionnement. Aujourd'hui, tu cliques sur un bouton, c'est accès illimité, en fait. Tu vois. Et donc, oui, je me suis construit dans la patience et ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, tu vois, je pense que j'ai une vision dans le développement. Elle continue à changer, tu vois, parce que ça, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose que tu dois tout le temps bouger, tu dois rester à la page, connecté. Mais ça demande beaucoup de patience, ça c'est la réalité. Jay, je veux qu'on ouvre l'avant-dernier chapitre du corps de podcast. Tu as pris la tête de l'équipe professionnelle des Stormers de Toulouse. Ouais. Récemment, félicitations, c'est trop bien. Merci, c'est cool. Et merci de m'accueillir là au Country Club et après de m'accueillir sur l'entraînement. Moi, la première question que j'avais, c'était quand on vient du 5-5, qu'est-ce qu'on a comme idée sur l'arrivée sur un terrain de 3-3? On en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'était en off. Donc je voulais savoir un peu, toi, avec quelles idées t'arrives quand on t'annonce que tu prends les Stormers. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'implémenter? Voilà. Mais déjà, tu penses que c'est facile, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, il y a moins de joueurs, il y a plus d'espace, tu vois, ça va être facile. Là, je rentre de ma première expérience sur le World Tour, tu vois, et c'est une grosse claque. C'est une grosse claque parce que, waouh, c'est dur en fait, tu vois. C'est dur, ça demande un niveau de préparation qui est très élevé. Et tu vois, tu peux avoir l'image du truc où bah, c'est du freestyle, tu vois. C'est le cirque, tu vois. C'est pas vrai, tu vois. Toutes les équipes là, toutes les meilleures équipes du monde sont préparées. Elles ont un coach, font un travail vidéo. T'as des choses qui sont ciblées, tu vois. Là, moi, on vient nous attaquer sur le fait qu'on a un joueur qui a des pourcentages au tir qui sont moins bons que les autres, donc il le laisse ouvert. Donc t'as des choix qui sont forts. Et en fait, il y a beaucoup de choses que tu peux aller piquer dans le 5-5, mais c'est une discipline totalement différente, tu vois. C'est beaucoup plus permissif. Il y a beaucoup de fight, il y a beaucoup d'engagement, tu vois. Et c'est les paramètres que tu dois prendre en compte pour essayer de gagner, tu vois. C'est trouver le bon dosage entre le fight et jouer au basket, tu vois. Aujourd'hui, je pense que, sans prétention, on a une équipe qui joue très très bien au basket sur le terrain, mais il nous manque un peu le côté fight, tu vois. Et il va falloir trouver le bon dosage par rapport à ça. Tu vois, on va revenir un peu sur les aspects tactiques, mais moi je voulais savoir si, en gros, cette discipline-là, à toi, le gars de Paname, tu pouvais y voir un lien, tu vois, un lien étroit dans cette dimension du fight. Tu vois, est-ce que tu retrouves un peu l'identité de ton parcours en venant entraîner et en étant sur du 3-3? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Trouver l'identité, pas forcément, tu vois. Pas forcément. Parce que j'ai une équipe qui a pas les mêmes habilités que
que les gars là-haut, tu vois. J'ai des mecs qui sont super techniques, tu vois. Tu prends Hugo, c'est un super joueur de pick and roll, tu vois. Très très bien. C'est un vrai shooter. Tu prends Jules, tu vois, c'est un soldat. Quand tu prends les gars chez nous, la référence c'est Hervé Jean-Pierre actuellement, le gars d'Hermont. C'est Alan Iverson, le mec, tu vois. C'est un talent, créateur, crosseur, machin, tu vois. Donc, c'est pas la même manière de jouer, tu vois. C'est totalement différent. Ce qui est sûr, c'est que le 3-3, moi, ça m'a fait prendre de la hauteur sur le 5-5. Tu vois, ça, c'est la réalité. Pourquoi ? Parce qu'en match, tu peux pas coacher, tu vois, entre guillemets, même si les coachs crient dans les tribunes, il y a plein de choses, tu vois, il se passe plein de choses, mais t'as pas d'impact sur le game quand ça joue. Tu peux pas prendre de temps mort, tu peux pas cibler quelque chose. Et donc, moi, ça me fait progresser dans ma discipline dans le 5-5, parce que il y a des choses sur lesquelles je fais moins attention maintenant, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie de prendre de la hauteur, la gestion des arbitres. Tu vois, sur la saison, au début, ça m'a impacté dans le 5-5. Aujourd'hui, grâce au 3-3, je passe au travers des arbitres, je m'en fous complètement, en fait, tu vois. Je suis concentré que sur ma manière de jouer, sur ce que je peux contrôler, tu vois. Donc, pour moi, les deux disciplines, elles sont complémentaires. Et moi, ça me fait vraiment progresser. Sur les aspects un peu, pour rentrer dans le détail un peu technique, qu'est-ce que toi, dans ton identité de jeu 5-5, tu as voulu ramener dans le 3-3 ? Alors, je me doute qu'il y a du pick and roll, forcément, puisque c'était dans les 3 mots d'introduction. Mais si tu pouvais rentrer peut-être un peu dans ces détails tactiques-là, de qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme identité affirmée, et quelle est la tienne en 5-5, et qu'est-ce que tu veux y transposer sur le 3-3 ? Mon identité dans le 5-5, tu vois, elle est facile. Je vais jouer plus vite que tout le monde, tu vois. Donc c'est un peu ce que fait Paris depuis 2-3 ans là, avec Thomas Di Sallo, et surtout ce que fait Valencia avec Pedro Martinez. Parce que Pedro Martinez, avant d'être à Valencia, il était en Catalogne, il avait déjà la même identité. Il était à Manresa avec Francisco, tu vois, et ça a toujours joué comme ça en fait. Donc ça, moi, c'est mon kiff. C'est-à-dire que, tu vois, on doit fournir un spectacle. Tu vois, moi, il y a une relation avec le public où il faut faire kiffer les gens. Si les gens ils viennent te donner de leur temps pour venir voir un match, il faut qu'ils sortent de là avec du kiff. Tu vois. Pareil pour les enfants. Donc, j'essaie d'avoir une équipe qui joue vite. On est spectaculaire, tu vois. Et j'essaie de créer un show, créer un truc. Tu prends là sur le tournoi à Amsterdam, on est l'équipe qui met le plus de tomards. Tu vois, et tu regardes nos highlights, il y a des lobes dans tous les sens, tu vois, c'est beau à voir. Maintenant, il faut qu'on step up défensivement, tu vois. Je suis toujours à la recherche d'une vraie identité sur le 3-3, parce que je suis encore un jeune coach de 3-3, tu vois, j'ai démarré en janvier. Et ce qui est clair, voilà, c'est que pour moi, il faut que ça tire dans tous les sens, il faut que ça joue vite, tu vois, et il faut être clinique sur tous les temps forts en fait. Tu dois sanctionner la défense parce que tu dois trouver l'avantage, tu dois mettre un panier tout le temps en fait. J'ai 2 choses qui me viennent, tu vois, je suis en train de les gribouiller. En fait, c'est pas anodin pour moi que tu dises là, tu vois, sur le World Tour à Amsterdam, vous êtes l'équipe qui met le plus de tomards, parce que je pense qu'il y a un peu une vérité. C'est hyper intéressant en fait ce que tu viens de dire, c'est la première fois que je l'entends, mais d'avoir une équipe qui joue au basket, tu vois, et ce lien avec le public. Mais la vérité, elle est que, tu vois, vous mettez le plus de tomards, mais est-ce que tu vois ce jeu spectaculaire-là, c'est pas genre un truc qui en fait va insuffler un énorme momentum, tu vois, C'est le but, tu vois. Je prends la tête à Paul Joko parce qu'il a des capacités énormes, tu vois, il a des qualités, elles sont incroyables. Il n'y a pas de lay-up, tu vois, il n'y a pas de lay-up, tu dois faire mal. Et tu vois, dans la mentalité, c'est va écraser parce que ça va donner une énergie de ouf à tes gars derrière pour défendre. Et surtout, tu peux rentrer dans la tête de ton défenseur, tu vois. C'est un peu une humiliation, c'est un peu, tu vois, c'est dur à gérer. C'est frustrant, c'est un mec qui va écraser sur toi tout le temps. Et c'est ce côté-là que j'essaie de lui donner, tu vois. Et il commence à passer le cap, hein, tu vois. Je te donne une stat, hein. C'est ce qui est fou dans le 3-3, c'est qu'il y a des stats, elles sont vraiment incroyables. L'année dernière, il a mis 7 tomards. Sur le tournoi d'Amsterdam, il en a mis 6. Ok. Tu vois. Donc je pense qu'on est en train de trouver la bonne formule avec lui, où voilà, il va écraser. Dernière question autour du 3-3, avant l'ultime question du corps de podcast.
quand tu dis, parce que du coup, cette volonté de jouer vite, de traverser le terrain, on a cette sensation que dans le 5-5, elle est plus facilement visualisable. Tu vois, moi, cette idée-là, quand tu parles du Paris Basket, quand tu parles de Valencia, il y a une autre vérité par contre qui est un peu impressionnante, mais je te laisserai peut-être en parler. Mais quand tu regardes les Stormers jouer aujourd'hui, il y a un aspect dans la recherche d'un tir très tôt à 2 points. Je sais pas, et t'es le coach, donc peut-être que tu vas me bâcher, tu vois, mais moi j'ai la sensation, tu vois, qu'il y a des joueurs à qui on définit vraiment des rôles, genre Hugo. T'as la sensation que défensivement, s'il est peut-être un peu moins impliqué, par contre, il y a des temps de transition pour trouver un tir à 2 très tôt dans la possession, où en fait, lui, parfois même, on fait le pari, il lâche défensivement, par contre, il transite très vite. Moi, je voulais que tu illustres un peu que tu traduises de comment on fait passer son identité de jeu très rapide en 5-5 et comment tu la matérialises dans le 3-3, tu vois. Ben, en fait, c'est assez simple. C'est l'équipe qui est capable de transiter le plus vite, ok, qui se donne plus de chances de gagner, tu vois. Et transiter, c'est attaque, défense, défense, attaque, tu vois. Et en fait, il y a des choses que tu peux accepter. Dans le 3-3, une pénétration, c'est 1 point, tu vois. Là où dans le basket 5-5, c'est 2 points, tu vois. Et donc, si tu mets un 2 points, ça vaut le double. Donc, des fois, tu peux accepter que sur certains mismatchs, tu sais qu'Hugo, il va se faire cartonner, qu'il est ciblé par les adversaires, tu vois. Et que ton but, c'est de dire, ok, on prend 1, par contre, on essaie de trouver 2 derrière. Et comme c'est un joueur qui a plus de 30% à 2 points, tu vois, ce qui est un bon pourcentage sur le World Tour, en fait, tu peux accepter d'encaisser 1 si derrière tu sais qu'il a une chance de mettre un 2 parce que tu vas mettre le double. Tu vois, donc c'est stratégique sur certains joueurs. Tu n'acceptes pas ça avec tout le monde, mais ça part toujours pareil. C'est quelles sont les forces de ton équipe, quelles sont les qualités, quelles sont les faiblesses identifiées. Tu vois. Et là, le 3-3, il est en train de muter. Quand je dis muter, tu as les Allemands de Bonn qui viennent de gagner l'étape à Amsterdam. Et c'est une équipe de mutants, les gamins. Tu vois. Ils se sont tous programmés depuis leur plus jeune âge. Tu vois, ils ont 22, 23 ans. Tu prends l'arrière, il fait 1,95, il doit faire 105, 110 kilos. Tu prends Hugo, il fait 1m80. Tu vois, donc t'as toute la discipline qui est en train de changer, progresser, se structurer avec des coachs, avec une vision, où maintenant, c'est attirant le 3-3 pour les gamins. Là où il y a 10 ans, c'était des joueurs de 5-5 qui venaient, tu vois. Nous, on est avec Bordeaux les 2 seules équipes pro, tu vois. Il y a Hermont qui est entre les deux, mais c'est vraiment en train de se structurer, en train de muter, et les gens se spécialisent. Et tu vois, en fait, t'es obligé de faire des choix. La dernière question, Jay, c'était de savoir, c'est une question un peu plus personnelle, tu vois, mais je voulais la poser à un coach un jour, mais tu vois, je voulais juste aborder le lien avec la paternité, et si tu voyais toi en ayant un enfant, il me semble qu'il a 3 ans, c'est ça ? Exactement. Moi je voulais savoir si tu voyais un lien de causalité entre l'entraîneur que tu étais et le père que tu es aujourd'hui. Est-ce que ton vécu de coach de basket t'a apporté dans la paternité, et est-ce que la paternité t'apporte en tant que coach de basket ? Je pense que c'est le contraire, tu vois. C'est la paternité qui m'aide à être une meilleure personne et un meilleur coach. C'est la réalité. Tu vois, j'ai une situation particulière. Comme tu le sais, moi je suis un papa solo, tu vois, avec la garde de mon fils. Et donc, en fait, j'ai plusieurs rôles, tu vois. J'ai plusieurs rôles. Et c'est dur, tu vois. J'ai le rôle du papa, de la maman, je dois gérer. Et donc, forcément, moi, ça me rend meilleur, tu vois. Donc, j'essaie pas de dupliquer ce que je fais au basket à la maison, tu vois, parce que c'est totalement différent. Par contre, moi, ça me donne beaucoup plus de recul, beaucoup plus de hauteur dans ma manière d'entraîner, tu vois. J'essaie de me calmer, parce que, tu vois, je me suis rendu compte que quand le petit venait me voir et que j'étais excité sur le banc, qu'il était excité le soir à la maison, qu'il était énervé, que, tu vois, j'ai vu certaines mimiques venant de moi, tu vois, dans ma manière de me comporter, de me tenir, que je retrouvais chez lui. Et je me disais, oh, à un moment donné, est-ce que tu veux vraiment que ton gamin il te ressemble comme ça, tu vois ? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux lui donner ?
Et donc, je travaille beaucoup sur moi pour être un meilleur coach, être une meilleure personne, pour que forcément, c'est des retombées sur lui, tu vois, clairement. Trop cool. Mais tu vois, c'était la question que je voulais te poser parce que ça m'intéressait ouais, t'as un devoir d'exemplarité, tu vois, mais au-delà de ça, ce truc de... Il y a un podcast que j'ai écouté récemment, tu vois, qui était hyper intéressant, où il y avait un neuroscientifique qui disait en gros que les gens qui nous entourent, c'est nos garde-fous. C'est-à-dire que, tu vois, et c'est fou de se dire que, ouais, quand t'es papa, tu vois, t'as ce... Mais en fait, au final, tu vois, t'en apprends tellement de ton enfant, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que quand tu étudies un peu la psychologie des enfants, ils se construisent par mimétisme. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, ils s'en foutent. Eux, ils regardent ce que tu fais. Tu vois. Donc, si tu es une personne qui passe son temps sur le téléphone et que tu lui dis, hé, va pas sur ton téléphone, ben, ça ne peut pas rentrer dans sa tête. Parce que toi-même, tu passes tout ton temps sur le téléphone. Tu vois. Donc, moi, c'est ce constat-là que j'ai fait en disant, ok, qu'est-ce que tu veux donner à ton fils? Comment tu veux qu'il se construise? Et en fait, c'est à toi de donner l'exemple, tu vois. Donc, c'est dur, hein, tu te bats avec toi-même tout le temps. Hein. Tu vois, je suis quelqu'un d'émotionnel, tu vois, je m'emporte vite. Hey, c'est un combat en permanence avec moi-même pour essayer de rester calme et donner une autre image, tu vois. Jay, on va passer aux questions de la fin. Ça fait déjà plus d'une heure et puis je sais qu'il y a l'entraînement après. La première question, c'est est-ce que tu aurais peut-être un bouquin à recommander aux auditeurs? Bah écoute, ça va être le bouquin du moment, tu vois, parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et en ce moment, je lis La Métamorphose de Pep Guardiola. C'est sur ses années au Bayern. En fait, quand il sortait du Barça, qu'il avait beaucoup de certitudes et qu'il a essayé de reproduire le même jeu avec des Allemands qui n'ont pas le même morphotype et la même manière de jouer et de penser. Et donc, c'est vraiment comment il s'est construit par rapport à ça, avant l'étape Manchester City. Voilà. Un film ou un documentaire? Film, j'en ai deux. Okay. Le premier, c'est He Got Game, Spike Lee, c'est un classique, tu vois. Et le deuxième, c'est Gladiator, tu vois, c'est vraiment mon film préféré. Et ce qui est marrant, le lien, c'est que dans le film, il l'appelle l'Espagnol, tu vois. Donc moi, ça me parle, tu vois, parce que c'est le surnom comme Denissi, tu vois. J'ai appris qu'il y a des gens qui disaient, ouais, mais l'Espagnol. Non, je suis pas né en Espagne, je suis né au fin fond du 95, tu vois, dans une petite cité, j'ai rien à voir avec l'Espagne, à part avoir passé du temps. Mais c'est marrant, tu vois. C'est marrant. Est-ce que tu aurais, tu vois, à l'occasion d'un prochain master, vous avez un peu de trajet, tu as envie que quelqu'un passe sur Atom Basketball, tu as envie de l'écouter parler, qu'est-ce que tu me recommanderais d'inviter? Évidemment, le défi, c'est de pouvoir me mettre en contact avec là où les personnes. Écoute, on en parlait tout à l'heure, c'est marrant, tu vois. Mais il y a une gamine que j'aime bien, tu vois, c'est Joëlie Beleka, que j'ai entraîné pendant pas mal de temps, qui est passé de 3, 4, 5 points de moyenne. 5 points moyenne en Ligue 2 à Chartres. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures scoreuses de la Ligue 2. Tu vois. Donc, je pense qu'elle a des choses à raconter. David Gauthier, qui est un ami et qui me sert un peu de mentor, tu vois, qui est beaucoup dans l'échange, qui sera sur le BLMA l'année prochaine. Voilà, qui a été champion de France avec l'Asvel, assistant à l'équipe de France. Donc, je pense que ça peut être une bonne personne. Et après, si tu veux quelque chose de différent, pourquoi pas te connecter avec David Munoz, tu vois, et qui est assistant coach en Espagne sur une équipe de Coupe d'Europe, qui est assistant en équipe nationale d'Espagne jeune depuis plus de 10 ans, qui a gagné beaucoup de médailles. Donc voilà. Jay, les deux dernières questions avant de te laisser le mot de la fin, c'est à quoi est-ce que tu aimerais mettre un contre? Tu vois, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est en voyageant que tu découvres qu'en France, on a une mentalité de merde. Tu vois. Et donc, j'aimerais bien mettre un contre à ça. Tu vois, la mentalité un peu française. On est beaucoup dans l'hypocrisie. On est beaucoup dans la critique. Et il n'y a pas grand monde qui vient te poser des questions, qui vient un peu gratter, tu vois. Donc, voilà, un peu plus de partage, un peu plus de tolérance et moins d'hypocrisie, tu vois. Je pense que ça ferait avancer pas mal de choses. À quoi aimerais-tu faire une passe décisive? Une passe d'ess, franchement, les parents solo, tu vois. Toutes les mamans solo, les papas solo, là. C'est tellement dur, mec, tu vois. Je sors d'une année, là. Ça m'a tellement renforcé, mais c'est tellement dur. Tu vois, gérer les cours,
avec le DE, le 3-3, le 5-5, tu vois. Et en fait, le petit s'en fout complètement, tu vois. Il s'en fout de ton histoire que t'as eu une mauvaise note sur ta débocom ou sur un truc, il s'en fout. Lui, quand tu rentres chez toi, il veut juste jouer avec toi, kiffer, tu vois. Et t'as pas l'énergie, tu vois. C'est dur d'avoir plein de casquettes comme ça. Jay, ça c'est la partie que je délègue aux invités. Je te laisse le mot de la fin pour terminer. Bah écoute mon gars, je suis très content, honoré que tu aies pensé à moi pour le podcast, tu vois, ça me touche. C'est pas un exercice que j'avais fait avant, c'est une grande première. J'ai pris beaucoup de plaisir, tu vois, à échanger, à partager. Je pense que j'arrive à maturité aussi, que je suis en capacité de le faire. Je pense que, tu vois, c'est des très très bonnes initiatives. Ça permet de découvrir plein de personnes, découvrir plein de manières de faire. Et je pense que c'est ce qui manquait aussi en Occitanie, tu vois. Donc c'est un très très beau projet. Tu vois, je te pousse, je te donne de la force, je t'encourage. C'est super. Et puis après non, continue à bosser. J'aimerais bien, tu vois, hier j'ai eu Karim Souchi au téléphone, savoir comment il a fait pour gagner un master, parce que c'est tellement compliqué. Tu vois, j'aimerais bien gagner un premier master ou un challenger avec le 3-3. Et puis continuer à performer avec l'OTB. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir écouté le podcast. Si l'épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment, je vous invite à laisser un j'aime, à lui attribuer une note et n'hésitez pas à me faire vos retours aussi par commentaire ou message privé. De plus, je vous invite aussi à en parler autour de vous, partager l'épisode. Et si vous voulez suivre l'aventure Atom Basketball, je vous invite aussi à rejoindre le compte Instagram @atom_basketball pour se tenir au courant de toutes les dernières actualités. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!